Sa belle-fille avait reçu ce message étrange de son patron juste après les funérailles de son fils unique. « Viens à mon bureau, ne le dis à personne. » Aminata n'arrivait pas à comprendre pourquoi le directeur général de cette prestigieuse entreprise parisienne voulait voir Karine en privé, surtout dans un moment si douloureux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière cette convocation mystérieuse se cachait un secret qui allait bouleverser sa perception de tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie de son fils et sur cette femme qu'il avait épousée. Aminata observait Karine depuis 3 ans maintenant, depuis le jour où son fils Marcus l'avait ramenée à la maison pour la première fois. Cette grande blonde aux yeux bleus, toujours impeccablement habillée, qui travaillait comme assistante administrative dans une multinationale. Marcus était fou amoureux, mais Aminata avait toujours ressenti quelque chose d'étrange chez cette femme. Pas de la méchanceté, non, plutôt une distance, une retenue qui semblait artificielle. Comme si Karine jouait un rôle qu'elle maîtrisait parfaitement, mais qui ne lui correspondait pas vraiment. Le cancer avait emporté Marcus en 6 mois. 6 mois d'agonie où Karine s'était montrée d'un dévouement exemplaire, restant à son chevet, gérant les traitements, rassurant la famille. Aminata avait même commencé à l'apprécier davantage, touchée par tant d'amour et de sacrifice. Mais maintenant, 3 jours seulement après l'enterrement, ce message mystérieux venait tout remettre en question. « Je dois y aller, maman Aminata », avait dit Karine en montrant son téléphone, les yeux rougis par les larmes qui coulaient encore régulièrement. « Monsieur Dubois veut me voir au bureau. Je pense que c'est pour organiser mon congé ou peut-être me proposer du soutien psychologique. L'entreprise fait parfois ça dans ces cas-là. » Sa voix tremblait légèrement, mais Aminata y décela autre chose que de la tristesse. De la nervosité, de l'appréhension. Quelque chose poussait Aminata à accompagner sa belle-fille. Un instinct maternel, peut-être, ou cette intuition que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. « Je viens avec toi », avait-elle déclaré fermement. « Tu n'es pas en état de conduire. Et de toute façon, tu ne devrais pas affronter ces démarches administratives toute seule si tôt après. » Karine avait hésité, puis accepté avec un sourire reconnaissant qui ne masquait pas complètement son trouble. Le trajet en métro jusqu'au quartier de la Défense s'était déroulé en silence. Aminata observait discrètement sa belle-fille, qui fixait son reflet dans la vitre, perdue dans ses pensées. Karine portait un tailleur noir simple mais élégant, ses cheveux blonds tirés en chignon strict. Elle avait l'air d'une jeune veuve éplorée, se rendant chez son employeur pour régler les formalités après la perte de son mari. Pourtant, quelque chose dans son attitude trahissait une tension qui dépassait la simple appréhension administrative. L'immeuble de bureau se dressait devant elle, imposant avec ses façades de verre et d'acier. Aminata avait déjà accompagné Marcus à quelques événements d'entreprise, mais elle ne s'était jamais aventurée jusqu'aux étages supérieurs où travaillait la direction. L'ascenseur les emmena au 23e étage, dans un silence pesant que seul le bourdonnement de la climatisation venait troubler. La secrétaire de direction les accueillit avec une sympathie professionnelle. « Madame Karine, toutes nos condoléances pour la perte de votre époux. Monsieur Dubois vous attend. » Elle se tourna vers Aminata avec un sourire poli mais interrogateur. « Et vous êtes ?»« La mère de Marcus », répondit Aminata avec une assurance qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Je soutiens ma belle-fille dans cette épreuve. » La secrétaire hocha la tête avec compréhension et leur indiqua le bureau directorial. « Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. » Monsieur Dubois était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Il se leva de derrière son bureau massif en acajou pour accueillir les 2 femmes, mais son expression trahit une surprise évidente en apercevant Aminata. « Madame ?» Aminata Diallo, la mère de Marcus, se présenta-t-elle en serrant fermement la main tendue. « Je soutiens Karine dans cette période difficile. » Le directeur échangea un regard rapide avec Karine, un regard chargé de sens qu'Aminata ne manqua pas de remarquer. « Bien entendu, marmonna-t-il en reprenant contenance. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il contourna son bureau et s'installa face aux 2 femmes, les mains jointes, semblant peser chaque mot avant de parler. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chargée d'une tension que même les condoléances d'usage n'arrivaient pas à dissiper. « Karine, commença-t-il finalement,
Vous savez à quel point nous apprécions votre travail dans cette entreprise. Votre discrétion, votre professionnalisme, votre... Il marqua une pause, cherchant visiblement ses mots. Votre capacité à gérer des situations complexes. Aminata fronça les sourcils. Cette façon de parler ne correspondait pas du tout à ce qu'elle attendait d'un entretien de condoléances avec une simple assistante administrative. Karine gardait le silence, les mains crispées sur son sac à main, le regard fixé sur le bureau. Sa respiration s'était accélérée, et Aminata remarqua de fines gouttes de transpiration perler à son front malgré la climatisation. « Monsieur Dubois » dit finalement Karine d'une voix à peine audible. « Je pense que nous devrions reporter cette conversation. Avec la mort de Marcus, je ne suis vraiment pas. » « Non » l'interrompit fermement le directeur. « Nous ne pouvons pas reporter. La situation est trop délicate, et avec les récents développements. » Il s'arrêta brutalement, réalisant qu'il en avait peut-être déjà trop dit devant Aminata. Le silence qui suivit était assourdissant, lourd de secrets et de non-dits qui flottaient dans l'air comme un brouillard toxique. Aminata sentit son cœur s'emballer. Quel récent développement! De quelle situation délicate parlait-il? Et pourquoi Karine semblait-elle sur le point de s'évanouir? « Excusez-moi, » intervint-elle avec une autorité surprenante. « Mais de quoi parlez-vous exactement? Karine est veuve depuis 3 jours à peine, elle traverse le deuil le plus difficile de sa vie, et vous parlez de situations délicates et de développement? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre ?» Le directeur se tourna vers elle, et pour la première fois, Aminata vit de la peur dans ses yeux. Une peur profonde, viscérale, qui transformait cet homme d'affaires sûr de lui en quelqu'un de fragile et déstabilisé. « Madame Diallo, » dit-il lentement, « je crains que vous ne compreniez pas la nature particulière du travail de votre belle-fille dans notre entreprise. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant un stress intense. « Quelle nature particulière ?» insista Aminata, sentant que quelque chose de fondamental était sur le point d'être révélé. Karine est assistante administrative, elle s'occupe du secrétariat et de la gestion des plannings. Qu'est-ce qui peut être si particulier dans... Elle s'interrompit en voyant l'expression de Karine. Sa belle-fille la regardait avec un mélange de terreur et de résignation, comme quelqu'un qui sait que son secret va enfin éclater au grand jour. « Maman Aminata » murmura Karine, sa voix se brisant. « Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que Marcus ne savait pas non plus. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du bureau. Chacun d'eux porteur d'une révélation qui allait faire exploser la réalité qu'Aminata croyait connaître. Le directeur se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les gratte-ciel de la Défense comme s'il y cherchait une échappatoire. « Votre belle-fille ne travaille pas vraiment comme assistante administrative, Madame Diallo. Elle occupe un poste bien plus sensible dans notre organisation. Un poste qui nécessite une discrétion absolue et qui, malheureusement, l'expose à certains risques. » Aminata sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quel risque? De quoi parlez-vous exactement ?» Mais avant que le directeur puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un homme en costume sombre entra sans frapper, suivi de 2 autres individus qui avaient clairement l'allure d'agents de sécurité, ou pire encore. L'homme qui menait le groupe était grand, mince, avec des cheveux noirs et des yeux froids comme l'acier. « Alors, Karine, » dit l'homme en costume sombre, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « on fait des réunions de famille maintenant. » Sa voix portait un accent qu'Aminata n'arrivait pas à identifier, quelque chose d'européen de l'Est peut-être. Il s'avança dans le bureau avec l'assurance de quelqu'un qui en était le véritable maître, reléguant instantanément M. Dubois au second plan. Karine se figea complètement, son visage perdant toute couleur. « Victor, » murmura-t-elle, « tu n'étais pas censé venir ici. Nous avions dit... » « Nous avions dit beaucoup de choses, » l'interrompit l'homme appelé Victor. « Mais la mort de ton mari change la donne, ma chère. Cela complique énormément nos arrangements. » Il jeta un regard méprisant à Aminata. « Et qui est cette dame? Ta belle-mère, je présume ?» Aminata se leva d'instinct, tous ses sens en alerte.
30 années d'expérience comme infirmière aux urgences de l'hôpital Saint-Louis lui avaient appris à reconnaître le danger quand il se présentait. Et cet homme dégageait une menace palpable, une violence contenue qui faisait froid dans le dos. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle avec une fermeté qu'elle puisait dans sa colère grandissante. « Et qu'est-ce que vous voulez à ma belle-fille » Victor éclata d'un rire sans joie. « Ce que je veux, madame, votre belle-fille me doit 3 millions d'euros, de l'argent que son défunt mari avait la fâcheuse habitude de perdre dans mes établissements. » Il fit quelques pas dans le bureau, examinant les diplômes accrochés au mur avec un intérêt fin. Marcus était un joueur compulsif, madame Diallo. Un joueur très doué pour accumuler les dettes et très mauvais pour les rembourser. Le monde d'Aminata bascula. Marcus, son fils, un joueur? Impossible. Il était comptable, méticuleux, responsable. Il n'avait jamais montré le moindre signe d'addiction au jeu. « Vous mentez, dit-elle fermement. Mon fils n'a jamais. »« Votre fils venait dans mes casinos 3 fois par semaine depuis 2 ans, coupa Victor brutalement. Poker, roulette, machines à sous. Il avait hypothéqué votre maison familiale sans vous le dire, vidé tous ses comptes et même emprunté sur l'assurance vie que vous pensiez lui laisser. » Karine fondit en larmes, ses épaules secouées de sanglots. « Je suis désolée, maman Aminata. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de le faire soigner, mais c'était plus fort que lui. Quand les dettes sont devenues trop importantes, Victor m'a proposé un arrangement. » Sa voix était à peine audible entre ses pleurs. Je devais travailler pour lui, utiliser mon poste dans l'entreprise pour certaines opérations. « Quelles opérations ?» demanda Aminata, bien que redoutant la réponse. Monsieur Dubois, qui était resté silencieux dans son coin, prit enfin la parole d'une voix tremblante. « Blanchiment d'argent, madame Diallo. » Karine utilisait les systèmes informatiques de notre société pour faire transiter des fonds douteux à travers nos comptes internationaux. Elle avait accès à nos serveurs, connaissait nos codes, nos procédures. Victor hocha la tête avec satisfaction. Une employée modèle, votre belle-fille, discrète, efficace, motivée. La motivation étant, bien sûr, la survie de son mari. Tant que Marcus était vivant, elle avait une excellente raison de coopérer. Il s'arrêta devant Karine, posant une main possessive sur son épaule. Mais maintenant que Marcus est mort, je me demande ce qui va motiver notre chère Karine à continuer notre collaboration. Aminata sentit une rage froide l'envahir. Ces hommes avaient manipulé son fils et sa belle-fille, les avaient pris au piège de leurs menaces et de leur chantage. « Combien » demanda-t-elle sèchement. « Combien mon fils vous devait exactement ?» Victor sourit, manifestement amusé par sa directe. « 3 200 000 euros, madame. Une somme rondelette, vous en conviendrez. » « Et vous pensez vraiment que cette jeune femme peut rembourser une telle somme ?» continua Aminata, désignant Karine qui pleurait toujours silencieusement. « En travaillant comme complice de vos trafics ?» Victor haussa les épaules avec désinvolture. « Elle a déjà remboursé 800 000 euros en 1 an. À ce rythme, nous serons quittes dans, disons 4 ans. Bien sûr, cela nécessite qu'elle continue à me rendre ses petits services informatiques. » Monsieur Dubois intervint nerveusement. « Nous ne pouvons plus fermer les yeux, Victor. L'audit interne approche, et avec la mort de Marcus, l'attention va se porter sur Karine. Si les autorités découvrent le pot aux roses... » « Les autorités ne découvriront rien, » coupa Victor froidement. « Karine est trop intelligente pour laisser des traces, et puis elle a trop à perdre pour nous trahir. » Il se pencha vers Karine, forçant celle-ci à lever les yeux vers lui. « N'est-ce pas, ma chère ? Tu sais ce qui arrive aux gens qui me déçoivent. Et maintenant que Marcus n'est plus là pour payer le prix de tes éventuelles bêtises, c'est ta belle-mère qui pourrait en subir les conséquences. » Le regard qu'il jeta à Aminata était lourd de menaces implicites. Aminata comprit immédiatement le message. Ces hommes n'hésiteraient pas à s'en prendre à elle pour maintenir Karine sous contrôle. « Vous osez me menacer ?» dit-elle en se dressant de toute sa hauteur. À 62 ans, Aminata Diallo n'était pas une femme facile à impressionner. Elle avait survécu à l'immigration, élevé 3 enfants en travaillant de nuit, fait face à la maladie et à la mort de son mari. Elle n'allait certainement pas se laisser intimider par des voyous en costume. Victor parut légèrement surpris par sa réaction. La plupart des gens se recroquevillaient quand il les menaçait. Cette femme noire, aux cheveux grisonnants,
vêtu simplement d'une robe noire de deuil, le regardait avec une détermination qui le déstabilisait. « Madame, dit-il plus doucement, je ne menace personne. Je constate simplement les faits. Votre belle-fille a des obligations envers moi, et je m'assure qu'elle les honore. Avez-vous déjà vécu une situation où des proches cachèrent des secrets qui mettaient hors la famille en danger? Partagez en commentaire. » Karine se leva soudain, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Stop !» dit-elle d'une voix plus ferme qu'Aminata ne l'avait jamais entendue. « Victor, tu laisses maman Aminata tranquille. Elle n'a rien à voir avec ça. Marcus était mon mari. C'est moi qui ai choisi de t'aider pour le sauver. Si tu veux récupérer ton argent, c'est avec moi que tu traites, pas avec elle. » Il y eut un moment de silence tendu où Victor étudia Karine avec un intérêt renouvelé. « Tiens, tiens, » murmura-t-il. « On dirait que la petite souris a des griffes finalement. » Il fit signe à ses deux acolytes qui se rapprochèrent imperceptiblement. « C'est touchant, cette solidarité familiale. Mais tu oublies un détail important, ma chère Karine. Sans Marcus comme garantie, j'ai besoin d'autre. Assurance. » Victor sortit son téléphone et fit défiler plusieurs photos qu'il montra à Karine. Aminata ne pouvait pas voir l'écran, mais elle vit le visage de sa belle-fille se décomposer complètement. « Non, » murmura Karine, « tu n'avais pas le droit. »« J'ai tous les droits, » répliqua Victor froidement. « Ton petit appartement de Belleville, tes parents en Bretagne, ton frère et sa famille à Nantes. J'ai des contacts partout, Karine, des gens qui me doivent des services et qui ne posent jamais de questions. » Aminata sentit son sang se glacer. Ces hommes avaient fait surveiller toute la famille de Karine, rassembler des informations sur tous ses proches. « Vous êtes fou, » dit-elle d'une voix blanche. « Vous ne pouvez pas menacer des innocents pour récupérer de l'argent. Il y a des lois dans ce pays, une police. » Victor éclata de rire, un son dur et métallique qui résonna dans le bureau. « Des lois ? Madame Diallo, vous vivez dans un monde de bisounours. » Il rangea son téléphone et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. « Vous voyez tous ces immeubles, toutes ces entreprises ? La moitié d'entre elles blanchit de l'argent sale sans même s'en rendre compte. L'autre moitié ferme les yeux contre rémunération. Votre belle-fille n'est qu'un petit rouage dans une machine bien plus vaste que vous ne l'imaginez. » Monsieur Dubois s'agitait nerveusement dans son fauteuil. « Victor, nous avions convenu de garder un profil bas. Si cette dame va voir la police. »« Cette dame n'ira nulle part, » coupa Victor sans même se retourner, parce qu'elle a compris que la sécurité de sa famille en dépend. Et puis, qu'est-ce qu'elle leur dirait? Que son fils était un joueur compulsif qui s'est endetté auprès de moi. Qu'est-ce que ça changera? Marcus est mort, l'argent est toujours dû. Karine se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « J'en ai assez de ce chantage, » dit-elle d'une voix tremblante de colère. « Marcus est mort, Victor, mort. Il ne peut plus jouer, il ne peut plus s'endetter. Cette dette meurt avec lui. » Victor se retourna lentement, un sourire cruel sur les lèvres. « Oh, ma naïve petite Karine, tu crois vraiment que la mort efface tout? Tu as signé des documents de garantie, ma chère. Tu t'es porté caution solidaire des dettes de ton mari. » Le silence qui suivit était assourdissant. Aminata vit sa belle-fille chanceler comme si elle avait reçu un coup de poing. « Je n'ai jamais signé. »« Si, tu as signé ?» insista Victor en sortant une chemise de cuir de sa veste. « Ici, il y a 18 mois, quand la dette de Marcus a dépassé le 1 million d'euros. Tu te souviens? Il était à l'hôpital après son premier infarctus et tu étais prête à tout pour qu'on ne lui ajoute pas de stress supplémentaire. » Il ouvrit la chemise et en sortit plusieurs documents officiels. Acte de cautionnement solidaire, signé de ta main, authentifié par un notaire. Tout est parfaitement légal, ma chère. La loi française est très claire sur ce point. Les cautions survivent au débiteur principal. Victor étala les papiers sur le bureau de Monsieur Dubois avec une satisfaction évidente. Aminata s'approcha pour examiner les documents. Elle n'y comprenait pas grand-chose au jargon juridique, mais la signature de Karine était bien là, accompagnée de son empreinte digitale et du sceau d'un notaire parisien. « Comment avez-vous pu faire ça ?» murmura-t-elle à sa belle-fille.
Comment avez-vous pu signer de tels documents sans en parler à personne ?» Karine s'effondra dans son fauteuil, la tête dans les mains. Marcus était mourant, maman Aminata. Les médecins disaient que le moindre choc émotionnel pouvait le tuer. Quand Victor m'a expliqué que les créanciers de Marcus allaient venir récupérer leur argent par tous les moyens, j'ai paniqué. J'ai pensé que si je signais ces papiers, ça donnerait du temps, que Marcus guérirait peut-être, qu'on trouverait une solution. « Une solution », répéta Victor avec dérision. « La seule solution, c'était que ton mari arrête de jouer et qu'il commence à rembourser. Mais il était trop faible, trop malade. Alors c'est toi qui as pris le relais, avec ton petit travail d'informaticienne. » Il se pencha vers Karine, son visage tout près du sien. « Et tu sais quoi? Tu étais bien meilleure que lui, plus discrète, plus méthodique. Marcus était un amateur. Toi, tu es une professionnelle. » Aminata explosa. « Professionnelle? Vous parlez d'une jeune femme terrorisée qui a été manipulée pour sauver son mari? Vous l'avez piégée, exploitée, transformée en criminelle contre sa volonté. » Sa voix portait 30 années de colère accumulée contre l'injustice, contre ceux qui profitent de la vulnérabilité des autres. Victor se redressa et la toisa avec un mélange d'amusement et d'agacement. « Madame Diallo, votre indignation est touchante, mais elle ne change rien aux faits. Votre belle-fille me doit de l'argent, beaucoup d'argent, et elle va continuer à travailler pour moi jusqu'à ce que cette dette soit remboursée. » Il fit un geste à ses hommes qui se rapprochèrent encore. Mais Aminata ne recula pas d'un centimètre. Et si elle refuse? Si elle décide d'aller voir la police, de tout raconter? Vous ne pourrez pas la forcer à continuer indéfiniment. Victor sourit, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Oh, mais elle ne refusera pas, parce qu'elle sait ce qui arrive aux gens qui me déçoivent. Et maintenant qu'elle a perdu Marcus, elle a d'autres personnes à protéger. Il sortit à nouveau son téléphone et montra l'écran à Aminata cette fois. Elle vit des photos de sa propre maison à Aubervilliers, de son petit-fils de 8 ans sortant de l'école, de sa fille cadette allant au travail. « Vous êtes un monstre », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Comment pouvez-vous menacer des enfants innocents ?»« Je ne menace personne », répliqua Victor calmement. « Je m'assure simplement que tout le monde comprend les enjeux. Karine a des obligations et moi j'ai des moyens de m'assurer qu'elle les honore. C'est un arrangement d'affaires parfaitement rationnel. » Il rangea son téléphone et se dirigea vers la porte. « Nous nous reverrons bientôt, mesdames. Karine connaît ses responsabilités. » Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Ah, et Karine, puisque Marcus n'est plus là pour garantir ta coopération, j'ai pris la liberté d'augmenter tes quotas mensuels. À partir de maintenant, tu me dois 50 000 € par mois au lieu de 30. Il faut compenser l'absence de ton mari, tu comprends. » La porte se referma derrière lui avec un claquement définitif. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages et likez si vous croyez en la justice. Le bureau resta plongé dans un silence de mort. Karine pleurait silencieusement, recroquevillée dans son fauteuil. Monsieur Dubois regardait par la fenêtre, comme s'il cherchait une échappatoire impossible. Aminata, elle, sentait monter en elle une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ces hommes pensaient pouvoir terroriser sa famille impunément. Ils avaient tort. Aminata s'approcha lentement de Karine et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « regarde-moi. » Karine leva des yeux rougis par les larmes, s'attendant probablement à voir de la colère ou de la déception. Au lieu de cela, elle découvrit un regard déterminé, presque féroce, qu'elle ne lui avait jamais vu. « Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas, » commença Aminata d'une voix calme, mais chargée d'une autorité nouvelle. « Des choses que Marcus ne savait pas non plus, d'ailleurs. Tu me vois comme une simple infirmière retraitée, une veuve qui s'occupe de ses petits-enfants et qui fait ses courses au marché. Mais ma vie n'a pas toujours été si tranquille. » Monsieur Dubois se tourna vers elle, intrigué malgré lui par le changement de ton d'Aminata. Cette femme qui, quelques minutes plus tôt, semblait écrasée par les révélations sur son fils et les menaces de Victor, dégageait maintenant une présence qui transformait complètement l'atmosphère du bureau. « Avant de rencontrer le père de Marcus, » continua Aminata, « j'ai vécu 10 ans en Côte d'Ivoire avec mon premier mari.
Il était journaliste d'investigation, spécialisé dans les enquêtes sur la corruption et les trafics. Moi, j'étais son contact dans le milieu médical. Les hôpitaux voient y passer beaucoup de monde, beaucoup d'informations. On entend des conversations, on remarque des blessures suspectes, on pose des questions. Karine essuya ses larmes, captivée malgré sa détresse par ces révélations inattendues. Aminata s'assit en face d'elle, ses mains jointes, ses yeux fixés sur un point invisible, comme si elle revoyait des souvenirs enfouis depuis longtemps. En 1987, nous avons découvert un réseau de trafic d'organes qui impliquait plusieurs ministres et des médecins européens. Des enfants des rues disparaissaient, leurs organes étaient prélevés dans des cliniques privées, puis vendus à des patients fortunés en France et en Belgique. Sa voix se durcit. Mon mari a publié son enquête. 3 jours plus tard, notre maison a explosé. Il est mort sur le coup. Le silence dans le bureau était total. Même les bruits de circulation venant de la rue semblaient assourdis. Monsieur Dubois s'était figé, comprenant qu'il était en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Cette femme qu'il avait prise pour une simple belle-mère éplorée était en train de révéler un passé qui changeait complètement la donne. « J'ai survécu parce que j'étais à l'hôpital cette nuit-là », poursuivit Aminata. « Garde de nuit aux urgences. Quand je suis rentrée le matin, il ne restait que des cendres. Les autorités ont parlé d'accident, fuite de gaz, mais je savais. Je savais que mon mari était mort parce qu'il avait osé défier des gens puissants et dangereux. » Karine tendit la main vers sa belle-mère, soudain consciente de la douleur que cette femme avait portée en silence pendant toutes ces années. « Maman Aminata, je ne savais pas. Pourquoi vous ne nous avez jamais ?»« Parce que cette vie était terminée, » coupa doucement Aminata. « Je suis venue en France avec un nouveau passeport, une nouvelle identité. J'ai recommencé à zéro. J'ai rencontré le père de Marcus, j'ai choisi la paix. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Mais ce que ces hommes ne savent pas, c'est que quand on a survécu à ce que j'ai survécu, on n'oublie jamais certaines leçons. On apprend à reconnaître les prédateurs, à comprendre leurs méthodes, à identifier leurs faiblesses. Elle se retourna vers Karine avec un sourire qui n'avait rien de maternel. Victor pense qu'il contrôle la situation parce qu'il a des photos et des menaces. Mais moi, j'ai passé 10 ans à côtoyer des hommes autrement plus dangereux que lui. Des hommes qui tuaient des enfants pour leurs organes, qui faisaient disparaître des familles entières d'un claquement de doigts. Sa voix prit une tonalité glaciale. Victor est un petit amateur comparé à eux. Monsieur Dubois déglutit difficilement. « Madame Diallo, qu'est-ce que vous suggérez exactement? Victor n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Il a des connexions, des moyens. »« Il a des connexions locales, » corrigea Aminata. « Des petits voyous, des fonctionnaires corrompus, peut-être quelques policiers véreux. Mais moi, j'ai gardé des contacts avec un monde qu'il ne soupçonne même pas. » Elle sortit un téléphone de son sac, un appareil qu'elle n'utilisait manifestement pas tous les jours. Il y a des gens à Interpol, au ministère de l'Intérieur, dans certains services spécialisés, qui se souviennent encore de l'infirmière qui les aidait à identifier les victimes de trafic d'organes en Afrique. Des gens qui me doivent de quelques services et qui ont maintenant des postes très intéressants. Karine la regardait avec des yeux écarquillés, comme si elle découvrait sa belle-mère pour la première fois. « Vous voulez dire que vous pouvez… » « Je veux dire que Victor va découvrir ce que signifie s'attaquer à la mauvaise famille, » répliqua Aminata fermement. « Il croit qu'il peut terroriser une jeune veuve et une vieille femme. Il va apprendre que certaines vieilles femmes ont des ressources insoupçonnées. » Elle composa un numéro sur son téléphone spécial et porta l'appareil à son oreille. « Commissaire Moreau ? Ici, Aminata. »« Oui, c'est bien moi. Je sais, cela fait longtemps. »« Non, je vais bien, merci. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Ma famille est menacée par un certain Victor. Non, je ne connais pas son nom de famille, mais il dirige un réseau de blanchiment d'argent depuis la Défense. Oui, j'ai des preuves. Non, je ne peux pas venir au commissariat pour l'instant, c'est trop dangereux. » Pendant qu'Aminata parlait, Karine observait avec fascination cette transformation stupéfiante. Sa belle-mère, qu'elle avait toujours perçue comme une femme gentille mais effacée, était en train de coordonner ce qui ressemblait à une opération de police avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude de ce genre de situation. « Parfait, » dit Aminata en raccrochant.
Commissaire Moreau dirige maintenant la brigade financière de Paris. C'est un vieil ami qui me doit la vie. Je l'ai soigné après un attentat à Abidjan en 1989. Il va lancer discrètement une enquête sur Victor et ses activités. Elle se tourna vers M. Dubois qui la fixait avec un mélange de terreur et d'admiration. Et vous, M. Dubois, vous allez collaborer pleinement avec cette enquête. Vous allez fournir tous les documents, tous les relevés bancaires, toutes les preuves du blanchiment d'argent qui transitent par votre entreprise. Sa voix ne souffrait aucune contestation. En échange, je m'assurerai que vous bénéficierez de l'indulgence des autorités. Vous étiez sous contrainte, après tout. Dubois hocha la tête frénétiquement. Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais Victor, il va comprendre que quelque chose se prépare. Il a des informateurs partout. Il n'aura pas le temps de comprendre quoi que ce soit, coupa Aminata. Parce que pendant que la brigade financière enquête sur ses activités, d'autres personnes vont s'intéresser à lui. Elle recomposa un autre numéro. Hassan, c'est Aminata Diallo. Oui, de Côte d'Ivoire. Je sais que tu es maintenant à la DGSI. Félicitations pour ta promotion. Écoute, j'ai un problème avec un réseau de blanchiment qui pourrait avoir des connexions internationales. Comment ça, tu t'en doutais? Tu surveilles déjà Victor Kozlov? Ah, c'est donc son nom de famille. Russe, évidemment. Karine n'en croyait pas ses oreilles. Sa belle-mère était apparemment en contact avec la Direction générale de la sécurité intérieure, les services secrets français. « Maman Aminata », murmura-t-elle. « Qui êtes-vous vraiment » Aminata lui fit signe de patienter, continuant sa conversation téléphonique. « Parfait, Hassan. Oui, je peux vous fournir des informations de première main sur ces opérations. Ma belle-fille a travaillé pour lui sous contrainte. Elle connaît ses méthodes, ses contacts dans l'entreprise. Non, elle ne risque rien. Je m'en porte garante. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle raccrocha et se tourna vers Karine avec un sourire rassurant. Victor Kozlov fait l'objet d'une surveillance internationale depuis 6 mois. Les services français, belges et allemands tentent de démanteler son réseau, mais ils manquèrent de preuves concrètes sur ses opérations en France. Elle prit les mains de sa belle-fille dans les siennes. Grâce aux informations que tu vas leur fournir, ils vont pouvoir l'arrêter et démanteler toute son organisation. Le téléphone d'Aminata sonna. Elle décrocha avec un sourire confiant. « Commissaire Moreau, déjà? Vous avez fait vite. » Son expression changea progressivement, passant de la satisfaction à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Quoi, maintenant? Mais comment avez-vous? »« Ah, je vois. Non, c'est parfait. Oui, nous vous attendons. » Elle raccrocha et se tourna vers Karine et M. Dubois avec un sourire énigmatique. Il semblerait que Victor Kozlov ait commis une erreur monumentale ce matin. Elle regarda sa montre. En fait, il l'a commise il y a exactement 43 minutes, quand il est venu ici nous menacer. Karine fronça les sourcils, ne comprenant pas. Quelle erreur? Il nous a menacés, certes, mais... Ma chérie, l'interrompit doucement Aminata, ce que Victor ne savait pas, c'est que ce bureau est équipé d'un système d'enregistrement de sécurité dernier cri. N'est-ce pas, monsieur Dubois? Le directeur hocha la tête vigoureusement, soudain réalisant où Aminata voulait en venir. Tous les échanges dans ce bureau sont automatiquement enregistrés et sauvegardés sur des serveurs sécurisés, expliqua-t-il. C'est une mesure de protection imposée par notre assurance après plusieurs affaires de chantage il y a 2 ans. Il se dirigea vers son ordinateur, ses doigts tremblant légèrement sur le clavier. Victor vient de se faire piéger par sa propre arrogance. Aminata s'approcha de la fenêtre et observa la rue en contrebas. Commissaire Moreau m'a dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, Victor est recherché par Interpol pour un meurtre commis en Belgique l'année dernière. Un comptable qui refusait de coopérer avec son réseau de blanchiment. Elle se retourna vers Karine. Mais les autorités belges n'arrivaient pas à le localiser précisément en France. « Et maintenant ?» demanda Karine, osant à peine espérer que cette histoire cauchemardesque puisse enfin se terminer. Aminata consulta à nouveau sa montre. Maintenant, grâce à l'enregistrement de cette conversation, les autorités ont la preuve formelle qu'il se trouve à Paris, qu'il dirige effectivement ce réseau de blanchiment et surtout qu'il profère des menaces de mort contre des témoins potentiels. Comme pour confirmer ces paroles, des sirènes de police commencèrent à retentir au loin, se rapprochant progressivement.
Ma chérie, dit Aminata en prenant les mains de Karine. Dans moins de 10 minutes, Victor Kozlov sera en état d'arrestation. Son réseau va s'effondrer, ses complices vont être interpellés, et toi, tu vas enfin être libre. Karine fondit en larmes, mais cette fois c'était des larmes de soulagement. Comment avez-vous su? Comment avez-vous pu organiser tout ça si rapidement? Aminata sourit, caressant doucement les cheveux de sa belle-fille. Parce que, contrairement à ce que pense Victor, je n'ai jamais vraiment quitté ce monde. Quand on a survécu à ce que j'ai survécu, on garde toujours un pied dans l'ombre, au cas où. Les sirènes se rapprochaient encore. Par la fenêtre, on pouvait voir plusieurs voitures de police converger vers l'immeuble. Il y a 25 ans, continua Aminata, quand je suis arrivée en France, j'ai fait un deal avec les autorités françaises. En échange d'une nouvelle identité et d'une protection, je leur fournissais des informations sur les réseaux africains de trafic d'organes qui avaient des connexions européennes. Elle se dirigea vers le bureau et prit les documents de cautionnement que Victor avait laissés. Ces papiers vont être analysés par les experts. Je parie qu'ils vont découvrir que les signatures ont été obtenues sous contrainte, que le notaire était complice et que toute cette procédure est entachée de nullité. Elle déchira symboliquement les documents en deux. Ta dette n'existe plus, Karine. Monsieur Dubois, qui avait suivi toute la scène en silence, prit enfin la parole. Madame Diallo, qu'est-ce qui va arriver à l'entreprise si tout le système de blanchiment est découvert? L'entreprise va être auditée, bien sûr, répondit Aminata calmement. Mais si vous coopérez pleinement avec la justice, si vous témoignez contre Victor et ses complices, vous vous en sortirez probablement avec une amende et de la surveillance. Vous étiez vous aussi sous contrainte. Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte du bureau s'ouvrit sur le commissaire Moreau, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, suivi de plusieurs policiers en civil. « Aminata », dit-il en s'avançant vers elle, « cela faisait trop longtemps. » Ils s'embrassèrent chaleureusement, comme de vieux amis qui se retrouvent après des années. « Commissaire », dit Aminata en désignant Karine, « voici ma belle-fille, celle qui va vous aider à faire tomber Kozlov définitivement. » Moreau se tourna vers la jeune femme avec un sourire bienveillant. « Madame, nous savons que vous avez agi sous contrainte. Votre témoignage sera essentiel pour démanteler ce réseau, mais vous n'avez rien à craindre. Vous êtes une victime, pas une complice. » Karine regarda alternativement le commissaire et Aminata, encore sous le choc de ce retournement spectaculaire. « Et Victor? Où est-il maintenant ?»« Interpellé dans le parking de l'immeuble avec ses 2 acolytes, » répondit Moreau avec satisfaction. Ils tentèrent de quitter les lieux quand nos équipes les ont encerclés. Kozlov a résisté, ce qui nous donne des chefs d'accusation supplémentaires. Il sortit un petit appareil de sa poche. Nous avons également saisi son téléphone. Les menaces qu'il a proférées contre votre famille sont enregistrées, ainsi que de nombreux autres éléments compromettants. Son réseau s'étendait bien au-delà de ce que nous pensions. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse. C'est un très gros poisson que nous venons de ferrer. Aminata se tourna vers Karine. « Tu vois, ma chérie, les prédateurs comme Victor ont un point faible. Ils sous-estiment toujours leurs victimes. Ils nous voyaient comme 2 femmes vulnérables, faciles à manipuler. Il n'a jamais imaginé que l'une d'entre nous pourrait avoir les ressources nécessaires pour le combattre. » Le commissaire Moreau acquiesça. Aminata a toujours eu ce don pour voir venir les problèmes et préparer les solutions à l'avance. En Côte d'Ivoire, elle avait anticipé les menaces contre son mari et préparé plusieurs plans d'évacuation. Malheureusement, l'attentat a eu lieu plus tôt que prévu. Il posa une main paternelle sur l'épaule de Karine. Mais cette fois, nous étions prêts. Karine réalisa soudain l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Maman Aminata, vous saviez que Victor viendrait aujourd'hui. » Aminata sourit mystérieusement. « Disons que j'avais quelques soupçons sur tes activités depuis plusieurs mois. Une mère remarque quand sa belle-fille change de comportement, quand elle devient nerveuse, secrète, et quand Marcus a commencé à maigrir et à faire des insomnies, j'ai commencé mes propres investigations. » Elle s'assit en face de Karine, prenant à nouveau ses mains dans les siennes. « J'ai découvert les dettes de Marcus, j'ai identifié Victor et son réseau. J'ai compris le piège dans lequel vous étiez tombés. Mais je ne pouvais pas intervenir tant que vous étiez tous les 2 en vie et sous sa surveillance. Sa mort, aussi tragique soit-elle, m'a donné l'opportunité d'agir.
Le commissaire Moreau consulta sa montre. « Nous devons y aller. Karine, vous allez nous accompagner pour déposer votre témoignage complet. Mais d'abord, vous allez pouvoir appeler vos proches pour les rassurer. Les menaces de Kozlov n'existent plus. » Il se tourna vers Aminata. « Et toi, vieille amie, tu redeviens officiellement consultante pour nos services? Tu nous as manqué. » Aminata éclata de rire. Un rire libérateur qui dissipa les dernières tensions dans la pièce. « Commissaire, j'ai 62 ans et des petits-enfants à gâter. Mais si jamais vous avez besoin d'aide pour démanteler d'autres réseaux, je n'hésiterai pas à t'appeler, promit-il. 3 mois plus tard, Karine avait repris sa véritable profession d'informaticienne dans une entreprise parfaitement légale. Viktor Kozlov avait été extradé vers la Belgique où il purgeait une peine de 15 ans de prison. Son réseau avait été entièrement démantelé, libérant une dizaine d'autres victimes qui travaillaient pour lui sous contrainte. Aminata était redevenue officiellement une grand-mère retraitée qui s'occupait de ses petits-enfants. Officieusement, elle continuait à conseiller occasionnellement les autorités sur les réseaux de trafic internationaux. Karine avait appris à connaître sa vraie belle-mère, une femme exceptionnelle qui avait choisi de dissimuler sa force pour protéger sa famille, mais qui n'hésitait pas à la révéler quand ceux qu'elle aimait étaient menacés. Le soir où Victor avait été condamné, les 2 femmes s'étaient assises sur la terrasse d'Aminata, contemplant le coucher de soleil sur Paris. « Merci », avait simplement dit Karine, « de m'avoir sauvée, mais surtout de m'avoir montré qu'on peut survivre aux pires épreuves et devenir plus forte. » Aminata avait souri. « C'est ça la vraie victoire, ma chérie, non pas d'échapper aux prédateurs, mais de devenir assez forte pour les affronter. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages de résilience et de justice.